Bonsoir, Georges Moss. Je vous remercie pour toutes ces présentations et ces points pour lesquels j'ai eu, moi, des expériences absolument similaires ou qui confirment certains points. Il y en a néanmoins un qui me préoccupe. Vous avez cité tout à l'heure le président actuel de la Turquie et il m'a été donné d'être à Istanbul, donc je prends les dates, en 2016, début juillet. Oui. Et comme tout un chacun le sait, il est d'usage que l'ambassade ou le consulat, selon, fasse une petite fête pour le 14. Or, cette année-là, à travers la communauté, entre autres des profs du lycée français, nous avons été informés que la fête n'aurait pas lieu. Alors, j'ai posé ici sur le papier, donc la fête, c'est bien, nous le savons tous, le 14. Et les événements d'Erdogan se produisent le 15 et le 16. Oui. Alors, je reste extrêmement perplexe sur cette proximité de date lorsque l'ambassadeur nous demande « Ne venez pas, j'annule les fêtes à Istanbul et Ankara ». Il va se passer quelque chose, disait-on, dans la rue française. Est-il possible qu'Erdogan ait manipulé à ce point la situation ? Alors, je vais vous dire, sur ce point particulier, Merci. Naturellement, je ne suis pas dans son secrétariat, donc j'ai un peu de mal à répondre, mais c'est toujours le cas. Les nuits où le général Dalla Chiesa a été tué à Palerme, Palerme était vide. D'ordinaire, ça grouille de monde. Quand il y a une situation dangereuse, j'ai vu ça en Irlande du Nord, quand j'étais en train de m'informer sur le terrain de ce que fabriquait l'IRA. L'IRA de 80 et quelques, hein, pas l'IRA de 1916. Donc, j'ai vu, quand il va se passer quelque chose, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est-à-dire, vous avez des ghettos catholiques à Belfast où il y a 200 000, 300 000 personnes entre, disons, 100 000 à proximité immédiate de Belfast et encore 100 000 dans la grande vicinité. Quand il y avait des attentats de l'IRA, tout le monde était au courant. Pourquoi? Parce que l'IRA ne peut pas se permettre de tuer des catholiques. Donc, quand on a creusé une mine sous la route et que le blindé britannique va passer dessus, on appuie sur le bouton que quand on a dégagé la population. Et à Palerme, les familles disent c'est pas le moment, etc. Donc, comme je dis, ils n'ont pas besoin d'uniforme, quoi. On sait qui c'est. Ils sont. La population est terrifiée. Hein. Donc le type qui dit pas la peine de sortir ce soir, hop, tout le monde file à la maison parce que ça arrive rarement. Et c'est comme ça que, je crois que c'était au mois d'août, dans une ville qui grouille de monde, parce qu'il fait chaud en plus, hein, donc les gens, la nuit tombée, ils sortent, c'est mieux, etc. Ils font la promenade, ils saluent, ils sont sur le seuil des maisons. Quand Dalla Chiesa est tué, Palerme est entièrement mort et vide. Tout le monde savait qu'il allait. Alors, on ne va pas dire ce qui va se passer, mais on peut. Donc, ce que vous dites ne m'étonne pas du tout parce que vous avez. Ça se passe toujours par contact indirect. Ah, ça va, salut, dis donc, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Écoute, évite, quoi. Voilà. Et les gens font attention parce qu'on sait qui a prévu. Voilà, donc. Disons, pour dire les choses, on ne peut pas dire plus que ça. Les résultats du coup d'État ont été miraculeux pour Erdogan. Ça lui a énormément rendu service. Alors, est-ce un génie du judo qui a réussi à retourner, ou alors est-ce que tout était un peu comme ça préparé, ou est-ce qu'on a poussé des gens à commettre des fautes, ou est-ce qu'il y a eu des actions de provocation en direction des gulenistes pour qu'ils croient que c'était prêt et que c'était bon et que l'armée suivrait, etc. Je ne peux pas vous le dire, mais les résultats étaient miraculeux. C'était une période très difficile pour lui, et après ça, naturellement, il a pu... voilà. Donc... dans le temps, j'ai écrit 3 pages dans l'Express sur le fait que le PKK, parti kurde terroriste, hein, était
comment dire, d'énormes trafiquants d'héroïne en donnant des preuves, des centaines de kilos et tout. Donc depuis, à Ankara, durablement, j'ai un statut de demi-dieu, quoi. J'ai vu, il y a encore 3 ans, dans le bureau d'un haut personnage du renseignement turc qui m'a sorti le numéro de l'Express enveloppé dans vous savez, comment dire, relié en disant « Ah, c'était merveilleux ton article, souviens-toi, etc. » Donc ils ne me disent pas tout, mais ils parlent. Et puis quand ils parlent de ça, ils rient, quoi, en disant « Ah, ça a mal tourné pour eux, hein, quand même, les gulenistes, pas de bol et tout. » Mais c'est quand même franchement ironique. Donc je ne peux pas, j'ai pas de certitude, j'ai pas le bon de commande, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a bien arrangé les affaires de Erdogan. Alors c'est vrai que ça n'est pas un homme qui respecte extrêmement les droits de l'homme, mais ce qui semble être la seule obsession de Mme von der Leyen et de ses collègues, mais c'est un redoutable manœuvrier, et ce qui fait, regardez sur la carte, on n'en a pas encore parlé, le canal qui contourne Istanbul, hein, vous voyez à peu près toute la maîtrise sur le trafic qui va devenir le plus important entre eux. Mais c'est à la même importance que le canal de Panama au XIXe siècle, qui évitait de faire tout le tour de l'Amérique latine. C'est quelque chose d'extraordinaire. On a affaire à des gens, qui nous veulent du mal, et qui, deuxièmement, sont redoutables. Ce ne sont pas des gamins, ce ne sont pas des pitres. J'ai honte pour les Anglais. Dans la première année 2022, alors Poutine avait un cancer par jour, Alzheimer, Parkinson, ses sous-marins explosaient tous, ses blindés étaient en ruine. Vous savez, j'ai la rate qui se dilate, ben c'était à peu près ça, l'armée russe. Et puis, ces bombes ne tombaient que sur des orphelinats ou sur des hospices de filles mères ou sur des hôpitaux pédiatriques, etc. Bon, enfin, il faut éviter de dire des sottises quand même, hein. L'autre arme que vous n'avez pas eu le temps de citer, c'est l'effort qu'a fait la Turquie avec son aéroport d'Istanbul et le réseau de Turkish Airlines. Oui, il est quelle heure là ? Très bien. Donc, oui, ben, bien sûr, à l'heure actuelle, mais regardez, déjà, Atatürk Airport est un grand aéroport. Tout en haut, là, près de la mer Noire, le 3e aéroport d'Istanbul est en train d'être construit. Il sera plus grand que le nouveau de Dubaï, qui sont en construction à l'heure actuelle, à la limite à peu près. Alors, ils ont beau être dans la même fédération, les gens de Dubaï et d'Abu Dhabi ne s'apprécient pas follement. Et les gens de Dubaï, les Al Maktoum, appellent les Al Nahyan d'Abu Dhabi, ils les appellent les chameliers, parce qu'effectivement, la famille, à l'origine, élevait des chameaux du côté d'Al Ain. Et comme le trafic, le commerce entre Dubaï et l'Iran est intense séculairement, et que beaucoup de gens de la famille Al Maktoum ont épousé des princesses d'Iran, et les gens d'Abu Dhabi les appellent les Perses, quoi, gentiment, quoi. Donc ils ne s'aiment pas, et donc le nouvel aéroport d'Abu Dhabi, de Dubaï, va être construit à proximité de la frontière avec l'aéroport, avec l'émirat d'Abu Dhabi, ce qui fait qu'il va absorber il va piquer une partie du trafic, parce qu'il n'y a que 50 km, donc c'est aussi vite fait d'aller à l'un qu'à l'autre. Bref, là, cet aéroport-là va être encore plus grand. Et bien entendu, ce que vise la mer Noire, c'est la prunelle des yeux de l'Eurasie du XXIe siècle. Vous contrôlez le canal de grand gabarit, vous contrôlez un énorme aéroport. Poutine contrôle à peu près tout ce qu'il a maintenant, plus un peu plus s'il peut dans l'avenir, et puis Erdogan contrôle le reste. Ce n'est pas les Géorgiens qui vont s'opposer à tout ça, surtout qu'une partie de la côte géorgienne a été aussi bouffée par les Russes. Donc vous avez là une pince extraordinaire, et c'est quand même... quand on voit, vous avez vu ce qui s'est passé avec le blé, les céréales et tout, quand elles sont coincées, il y a la moitié de l'Afrique qui se met à pleurer de faim, etc. C'est un endroit hautement stratégique, et il est en train de passer sous le contrôle complet de gens qui sont fermement décidés à tailler des croupières à l'Union européenne. Ils ne sont pas spécialement ni anti-français ni anti-belges, mais l'Union européenne, le petit bout du continent, là, on est complètement en dehors des grands corridors, là, regardez.
le centre du monde, je crois, il y a des financiers qui méritent le respect parce qu'ils mettent leur argent là où sont leurs idées et généralement ils gagnent. L'un d'entre eux m'a fait, je ne peux pas le confirmer, c'est une statistique que je n'ai pas. Il me dit, en 2050, 70% du personnel éduqué, diplômé, capable de servir dans des entreprises de pointe sera autour de l'océan Indien, là, autour. Ce ne sera pas la mer de Chine, contrairement à ce qu'on pensait, c'est en train de se déplacer par là. Vous avez vu les lignes vertes là, qui viennent de Chine, le CPEC, le China-Pakistan Economic Corridor, où elles débouchent? Eh ben, exactement au bon endroit. Donc là, on a des gens qui se sont donné les moyens de gouverner. Je ne sais pas qui a donné l'idée aux autres, mais un des trois, c'est-à-dire Xi Jinping, Poutine et Erdogan, a réussi à expliquer aux deux autres que le laps de temps pour marquer son siècle, c'était 30 ans au pouvoir. 30 ans au pouvoir, voilà. Eh bien, si Poutine et Erdogan se sont donné les moyens de ça, c'est pas 3 petits tours et puis il s'en va, quoi. Ils sont durablement là, ils ont la capacité d'imposer leurs idées à leur pays et ils sont en train de refaire la carte du monde et de déplacer le pivot du monde vers l'Eurasie. Et la sottise suprême, l'erreur irréparable, de temps en temps il y a des erreurs irréparables, l'abandon par l'armée américaine de la base de Bagram à côté de Kaboul. C'est le seul endroit à partir duquel l'armée américaine pouvait menacer Pékin. Le seul. Ils ont abandonné ça. D'eux-mêmes, personne ne les a forcés. Biden a dit non, non, il faut partir, mais les militaires ont dit, mais chef, oui, oui, on part. Ils obéissent aux civils, les militaires. Donc ils sont partis. Et à l'heure actuelle, vous savez quelle est la base la plus proche où l'armée américaine a pu se récupérer pour faire une base qui soit quand même pas trop loin? Ils se sont récupérés à Darwin, au nord de l'Australie, 8500 km plus bas. Ils ont perdu tout ce territoire-là. Alors, quand ils ont vu que l'armée américaine partait, et les Chinois et les Russes et Modi ont dû se frotter les yeux. Non, mais c'est pas croyable, je n'y crois pas. Depuis le 19e siècle, c'est ce que la géopolitique se tue à expliquer, le pivot du continent monde, avec les puissances insulaires autour, le pivot du continent monde, il est en Asie centrale. Voilà. Qui tient ce pivot-là? Et ils l'abandonnent d'eux-mêmes. Ils l'abandonnent. En partant comme des voleurs, à 3 heures du matin, c'est les femmes de ménage qui ont été trouvées les talibans en disant « il n'y a plus personne, qu'est-ce qu'on fait ?» etc. Je vous jure, hein, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en conscience. Ce continent-là, il veut un certain nombre de choses, il voit un certain nombre de choses, il s'organise et même, alors on a vu que ce n'est pas un dîner de gala, il y a une réunion des BRICS, alors il y a Modi qui ne vient pas parce que oui mais non, Israël c'est important pour moi, etc. Il y en a d'autres qui disent oui mais non, ils ne sont pas tous d'accord, mais les corridors là ils se feront parce que c'est la vie, ça se fera. Je ne sais pas s'il y aura une contre-ONU avec la Chine, etc. un jour, mais ça va se faire, au moins. Et ça, donc, à partir de là, on peut travailler. Comme disait le regretté André Bergeron, à partir de là, on a du grain à moudre. Voilà. On me dit qu'Éric arrive dans 5 minutes, donc je vais tenir le crachoir jusqu'à ce qu'il arrive. Et après ça, vous pourrez lui poser des questions. Oui, justement, une question, mais vous avez commencé par l'aborder, M. Hofer. Peut-être qu'elle s'adresse aussi davantage à M. Nouri, où justement Henry Kissinger est décédé il y a quelques heures, je crois. Mais par rapport à cette, ce pivot du monde hein, et cette guerre du Rimland, hein, cette notion de Rimland en géopolitique, quelle pourrait être la réaction thalassocratique des États-Unis pour contrer cette Eurasie qui semble se dessiner telle que vous nous la décrivez. Alors, quelle pourrait être la réaction américaine d'après vous? La première réaction, on l'a vu à Aspen en juillet dernier, c'est la politique de l'autruche. C'est-à-dire, putain, il ne se passe rien, non, non, comment ça, l'Organisation de la coopération de Shanghai, non, pas au courant. Alors, deuxièmement, les militaires, comment dire,
Américains n'ont plus un poil de sec à l'heure actuelle. Ils se disent, mais attendez, on est en train de... Qu'est-ce qui va nous rester? Et troisièmement, l'histoire de Gaza est beaucoup plus problématique qu'on le pense, parce que naturellement, il y a eu une partie où les Gazaouis, les gens du Hamas et des milices, etc., locales, ont finement joué, c'est-à-dire qu'ils ont prétendu continuer à faire comme d'ordinaire, à rien changer, mais il y a plus que ça. C'est-à-dire que à la surface, il y avait une activité qui continuait la veille comme le lendemain, c'est-à-dire avec une espèce de masque numérique qui permettait de, quand les gens regardaient leurs ordinateurs avec leur système de contrôle, ils voyaient la veille, le lendemain pareil, et en même temps, par en dessous, était en train de se préparer quelque chose d'hallucinant. À savoir que les unités armées, je suis en contact direct, il y a le monsieur qui est le pape des études antiterroristes en Israël, qui s'appelle Eli Carmon, est un vieux copain, il m'envoie tous les jours les rapports de l'armée, non classifiés bien sûr, mais enfin l'essentiel y est quand même. Donc l'offensive, c'est une brigade d'assaut de 3000 hommes avec une réserve de 1500. Qu'une grande partie des cadres de cette armée, c'est-à-dire plusieurs centaines d'individus, de cadres islamistes, connus comme le loup blanc, sur toutes les photos de tous les trucs, etc., ont été s'entraîner en Syrie et au Liban, qu'ils ont fait des réunions, qui sont passés par les tunnels avec l'Égypte. Je vais peut-être vous causer une espèce d'effondrement intérieur profond, mais tous les gardiens de la frontière côté égyptien ne sont pas d'inflexibles catons, quoi. On peut les séduire avec des petits cadeaux, etc. Donc ils ont regardé de l'autre côté. Les types du Hamas sont sortis, mais par centaines. Comment, au nom du ciel, est-ce possible que dans un mouchoir de poche qui fait 40 km sur 25, ils aient pu tirer, je parle des gens du Hamas et du djihad islamique, 5000 roquettes la première nuit. 5000. Enfin, d'où elles viennent? Alors, il y a quelque chose, c'est qu'il y a eu des masques informatiques, numériques qui ont été mis en place, qui ont contribué à endormir les Israéliens avec ouais, business as usual, il n'y a pas lieu de s'énerver. Et les masques en question ne peuvent pas être conçus dans la bande de Gaza parce que les flux d'électricité sont irréguliers, l'informatique ne marche pas bien, etc. Ça veut dire que ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs, et compte tenu du sponsor et du patron des uns et des autres, ça ne doit pas venir du Liechtenstein, ça vient plutôt d'Iran. Ce qui signifie qu'à l'heure actuelle, et là aussi les gens de l'OTAN sont assez considérablement inquiets, ces mêmes systèmes de masques sont peut-être déjà sur le front Ukraine-Russie. Comprenez, qu'est-ce que... ne me demandez pas la provenance, mais j'ai vu récemment... les images des satellites militaires au-dessus de la Crimée. Les systèmes de guerre électronique des Russes sont entrés en œuvre et toute la zone autour de Sébastopol, avec toutes les bases militaires, c'est un hachis de lignes blanches. C'est-à-dire que les satellites ne voient plus rien, tout a été brouillé. Alors, à 200 km de Sébastopol, on voit jusque par terre et on voit les rangées de carottes, de radis, etc. sans aucun problème. Mais à Sébastopol, c'est devenu invisible. Il y a des systèmes de guerre électronique comme ça qui fonctionnent, qui sont à l'œuvre maintenant. Alors il y en a certains qui aveuglent l'ennemi, c'est-à-dire qu'on voit une espèce de tache, c'est comme un enfant qui aurait gribouillé, rien n'est visible en dessous. Et dans d'autres cas, ce sont des masques électroniques, c'est-à-dire qui fait qu'on croit en les voyant que la réalité est calme et par en dessous, on vous prépare un bazar où il y a une brigade d'assaut de 3000 hommes et 5000 roquettes qui sont en train de se préparer. C'est inquiétant ça, militairement parlant. Alors je ne sache pas, d'après ce qu'on me dit, que nos militaires à nous, à l'échelle nationale ou dans l'OTAN, et les moyens de contrer à l'heure actuelle ces contre-mesures électroniques. Une fois de plus, ce n'est pas une surprise. Alain, ce matin, disait, ouais, on sait, etc. La première fois que les Russes ont tenté de brouiller des communications numériques, c'était lors de la bataille de 1905, la bataille navale de 1905, il y avait déjà des ingénieurs russes qui essayaient de brouiller les communications de l'armée japonaise. C'est une de leurs armes favorites depuis un siècle, et voilà, presque deux. Donc,
vous voyez à quel point on se laisse des fois désarmer et on ne regarde pas au bon endroit, alors que des choses s'y passent, quoi. C'est ça qui se passe. À l'heure actuelle, les systèmes de guerre électronique, c'est redoutable. Et c'est à l'œuvre. C'est pas « et si les petits hommes verts descendaient de la planète Arcturus », quoi. C'est pas une hypothèse lointaine ou farfelue. C'est déjà à l'œuvre. Voilà. Donc, ça fonctionne. Ça permet d'obtenir des résultats redoutables. Et je crains que ça ne fonctionne encore plus dans l'avenir, pendant que Mme von der Leyen s'intéresse au fait que Mme Erdogan n'est pas bien coiffée. Qu'elle avait la bombe atomique. Oui, oui. Et troisièmement, où il y avait un général, peut-être un peu innocent, le général Patton, qui disait ben maintenant l'Allemagne est par terre, on continue sur Moscou. Est-ce que ce n'était pas une décision très difficile à prendre et qui n'a peut-être pas forcément été prise dans le bon sens? Ah, je ne peux pas vous dire, parce que d'abord, à l'époque, j'étais tout petit. Non, même pas né. Et pour le reste, on est dans l'hypothèse, là. C'est-à-dire, c'est pas ce qu'on cherche à faire. On ne cherche pas à faire de réécrire l'histoire, vous voyez. On essaye de regarder devant nous et de voir si devant nous, il y a des choses qui sont suffisamment, manifestement et durablement dangereuses pour qu'ensuite, on puisse s'en inquiéter. Et puis, quand on est dans le cadre de la médecine préventive, on a plusieurs voies. On a la voie de la psychologie, on peut dire il ne fait pas bien de faire ça, c'est mauvais pour la santé. On a la voie des thérapeutiques à utiliser, et naturellement, les thérapeutiques de la médecine préventive sont beaucoup moins invasives et beaucoup moins délabrantes que le fait d'être obligé de vous ouvrir le bide pour vous retirer une tumeur ou un truc comme ça, vous voyez, donc c'est beaucoup plus léger. Je pense qu'il y a de nombreux cas au Moyen-Orient où il suffit de téléphoner à un dirigeant, dire bonjour, alors ça va bien, oui, donc les enfants, tout va bien. Alors voilà, je sais que rue Machin, au 13, là, tu sais, la maison où il y a la porte bleue, il y a des gens qui sont en train de préparer un truc. On le sait, j'éviterai parce que le retour de la manivelle va être très fort. Ce genre de... J'ai vu 10 fois, quand Philippe Rondeau s'occupait des affaires du Moyen-Orient, c'était un très bon ami, on se voyait, on s'est même vu au Liban. Donc, voilà, des fois, il suffit de montrer aux gens qu'on sait pour que ça fasse reculer. Mais ça, on peut le faire qu'à la condition de savoir. Et pour savoir, on a vu de manière... complètement, si on continue à faire des trucs pareils, on va se retrouver tout seul. Vous vous rendez compte que, bon, je n'ai pas une passion pour les Qataris, vraiment, mais on ne peut pas leur reprocher. Ils disent, oui, vous vous rendez compte, vous avez les talibans chez vous. C'est nous qui leur avons demandé de les faire venir pour qu'on négocie avec eux. C'est Trump. Trump qui n'est pas quand même quelqu'un qu'on peut accuser de gâtisme de gauche, quoi. Donc c'est lui qui a demandé de faire ils sont foudrage. Ils disaient on nous demande de faire venir des types chez nous pour qu'on puisse négocier avec eux, et après ça on nous dit oui mais vous fréquentez des terroristes. Enfin on fait ça encore 2 ou 3 fois, on n'aura personne au monde qui voudra nous aider. Et quand les journaux disent ça, il faut que le ministre ait le courage de dire « Monsieur, non », ils peuvent le publier, la presse est libre, mais « Monsieur, non, c'est pas ce qui se passe ». Voilà, nous avons nous-mêmes demandé à Cheikh Machin de faire venir les talibans, et on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait quelque chose pour nous avoir fait plaisir. Mais ce genre de choses, depuis des années, ça s'est produit 10 fois, quoi. On demande aux gens en douce, eh, pst, vous ne pourriez pas parce qu'il faut qu'on leur parle, etc. Et puis après ça, on dit, mais comment, mais qu'Aprange, vous avez des terroristes chez vous? Évidemment. Avec qui, si vous ne négociez pas avec votre ennemi, avec qui vous allez négocier? Avec Mère Teresa? Voilà, c'est absurde. Donc, ah voilà. Non, le voilà de retour. Et j'ai tenu la salle jusqu'à ton retour, mais j'imagine qu'après ce que ça dit...
Eric, tout à l'heure, vous avez des questions à lui poser, naturellement sur la situation qui nous inquiète tous de ce qui se passe là où il était ambassadeur, c'est-à-dire en Israël, mais dans la région, parce que, bien entendu, Eric, quand il parle avec ses homologues, ses collègues, ses amis à Tel Aviv, il n'évoque pas uniquement, je pense que, et je le sais parce qu'on en a déjà parlé, sa connaissance est très... Il vient de rentrer, quoi, donc très présente et très étendue sur toute la grande région, l'Iran, toute la péninsule arabe, etc. Donc vous aurez des choses à lui dire et je lui cède la place au micro. Et donc aujourd'hui, on aura refait de la mise à jour de connaissances, hein, vraiment dans tous les sens. Eric, c'est là. Merci.